Tout pour investir, la masterclass, les signaux faibles. On se retrouve aujourd'hui en plateau pour discuter notamment des valeurs défensives. On le voit, il y a beaucoup d'appétit au risque de la part des investisseurs. C'est très net, les marchés actions se portent très bien. On a complètement éclipsé finalement cette situation au niveau de la guerre en Iran. Et on va aborder un peu le sujet, notamment au niveau des valeurs défensives. Elles avaient été présentées comme l'investissement qui pouvait être clé en ce moment, parce que justement, un contexte inflationniste, guerre, géopolitique qui reste toujours un peu compliqué. Et finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Je suis ravi d'accueillir en plateau Guillaume Loyi. Vous êtes analyste financier chez Optigestion. Déjà, une question immédiate. On le voit, si on regarde par exemple le secteur de la santé ou encore de la défense, on ira un peu dans le détail par la suite, mais le secteur de la santé aux États-Unis, en termes de pondération du S&P 500, c'est à peu près 8% de la pondération. On est à des points bas depuis plusieurs décennies. La défense, il y a eu un très très fort engouement et on se rend compte que sur les 2 derniers mois, notamment la performance des ETF adossés à la défense est plutôt assez médiocre par rapport au reste du marché. Est-ce que finalement, il y a eu un peu un engouement au moment de la guerre en Iran qui était plus sur une partie trading, j'oserais dire, investissement court terme, mais si on se porte dans la perspective d'un investisseur, c'est un peu compliqué d'être positionné sur ces 2 segments. Alors, pour commencer par la partie défense, on a connu effectivement un très fort engouement, mais depuis 2022, oui. Avec des annonces records des États sur l'investissement, sur le fait qu'il fallait absolument renationaliser les productions, etc. Ça, c'était en 2022, 2023 les annonces, et aujourd'hui, en fait, c'est l'exécution qui arrive. Et donc, en fait, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. En fait, il faut que, si je prends Rheinmetall, il faut qu'elle arrive à monter en cadence par rapport aux investissements qui, eux, ça a été exponentiel. Et c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, donc ça, c'est sur l'approvisionnement. Mais en plus, vous avez un investissement d'un État. Ça ne veut pas dire une prise de commande immédiate pour les... Complètement. Pour les sociétés, ça peut être soit du personnel militaire en plus. Bon, donc en fait, c'est ça que maintenant le marché est en train de regarder. Et effectivement, ça coince un peu plus. Quand je regarde, alors je trouve pas que les niveaux de valorisation soient systématiquement l'alpha et l'oméga. Il y a des très belles sociétés avec des niveaux de valorisation un peu élevés. On peut toujours investir, mais malgré tout, quand je voyais quand même le secteur de la défense, alors ça s'est un peu décru depuis le début de l'année, mais les niveaux de valorisation, vous parliez notamment de certaines entreprises en Allemagne, on était quand même à des niveaux de valorisation qui étaient presque indécents. Enfin, c'était très compliqué de se porter à l'achat à ces niveaux-là. Le problème, c'est que, ça a été plutôt la bonne nouvelle pour ces sociétés, mais il y a eu un changement de statut boursier. Avant 2022, ces sociétés, on avait quasiment, il y a des fonds qui n'avaient pas le droit d'investir dans les sociétés parce qu'elles n'étaient pas ESG. Et aujourd'hui, on nous explique que maintenant, elles sont très ESG parce qu'elles permettent la protection et la souveraineté nationale, la défense. Le narratif a changé. Il a complètement changé. Donc en fait, il y a eu des gros flux qui sont arrivés, mais parce que elles ont été réintégrées dans l'environnement acceptable d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez, avec la baisse, si on reste soit sur la santé, soit sur la défense, comme vous le souhaitez, les 2 me paraissent dans tous les cas dans ces thématiques valeurs défensives, est-ce qu'aujourd'hui, avec la baisse des cours qu'on a pu constater, est-ce que c'est attractif pour un investisseur ou vous considérez que, disons qu'à court terme, court moyen terme, le beau du parcours, il est quand même derrière nous? Moi, à titre personnel, je vous avoue, j'ai du mal à investir sur la défense aujourd'hui parce que je me dis, le haut du parcours, il était fait finalement, comme vous l'avez dit, de 2022 jusqu'à assez récemment. Alors, nous, on est aussi vendeurs en ce moment des valeurs. Mais alors, sur celles qu'on va dire, sur celles qui produisent des munitions, des tanks. Quel est le raisonnement? Le raisonnement, c'est que les États sont quasiment dans une situation où toutes les bonnes nouvelles sont derrière nous. Maintenant, l'exécution, ça coince un peu. Donc, les investisseurs, en fait, vont délaisser mécaniquement ces dossiers. Par contre, il y a d'autres sociétés dans l'armement où là, on reste à l'achat, notamment les avions, on le voit bien en ce moment, donc Dassault Aviation. Ouais. Et eux, en fait, ont déjà des problèmes depuis longtemps de production, donc c'est pas nouveau. Pareil sur ce qui est armement un peu plus technologique. Donc, pareil, on a la chance en France d'en avoir une, je prendrais Thales. J'avais, il y a quelques mois de cela, un invité qui était plutôt dans le domaine du private equity européen, mais en revanche, vraiment sur la thématique défense. Et il mettait en avant qu'il y a une myriade, beaucoup plus d'acteurs, notamment dans la dronautique, etc., qui existent. Alors, ils ont une difficulté à passer d'échelle, et notamment à un sujet d'introduction éventuellement en bourse. Mais est-ce que dans des entreprises cotées aujourd'hui, on a aussi des valeurs qui peuvent être intéressantes dans la dronautique? Est-ce que ça fait partie des valeurs que vous mettez en avant, notamment? Alors, en fait, là où vous avez raison, c'est que la technologie, elle évolue tellement vite que c'est compliqué d'avoir un gros acteur dans les drones. On sait que Thales, on fait un peu, notamment sur les drones sous-marins. Mais après, le problème, c'est que les boîtes sont toutes petites. Je crois que Parrot signe des contrats avec la Suède pour vendre des drones.
Mais bon, pour nous, c'est des sociétés qui sont ininvestissables parce qu'elles sont trop petites. Donc Oui, on est sur des small cap, quasiment, vraiment. Ouais, micro cap parfois, par exemple. C'est des petits contrats. Voilà. Donc, effectivement, dans le private equity, il va y en avoir. Et qui sait, je ne sais plus, j'entendais l'autre jour dire que ce qui sauverait l'automobile européen, c'est qu'ils se mettent dans les drones. Ouais, enfin, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Il y a des sujets réglementaires avant, éventuellement. Si on rebondit aussi sur l'autre thématique défense, en termes de valeur défensive, vous avez la santé. Alors bon, certes, on voit qu'il y a un petit engouement, notamment sur les biotech ou les grandes valeurs pharmaceutiques à cause du nouveau virus, mais bon, c'est plus spéculatif probablement qu'autre chose. Est-ce que sur le domaine de la santé, moi j'ai toujours l'impression, et j'intègre au sens large, c'est-à-dire santé, biotech, je trouve que c'est toujours très très compliqué d'investir dans ces domaines. C'est ultra volatile, les rendements finalement quand on fait des arbitrages sont pas toujours très intéressants, et pourtant c'est une thématique qui revient quasiment tous les ans en disant c'est pas cher. Alors c'est vrai que c'est pas cher, et du coup ça en fait un secteur défensif, parce que si le marché baisse pour je ne sais quelle raison, c'est vrai que le secteur baissera moins. On parlait tout à l'heure du poids de l'indice santé dans le S&P. Bon, ça s'explique aussi par la performance des technologies. En fait, c'est les autres qui sont allés plus vite. Les autres sont allés plus vite. Bon. Mais c'est vrai que la santé a plusieurs problèmes. Déjà, quand ils découvrent une molécule, ça coûte très cher. Et puis, ils sont limités dans le temps pour l'exploiter. Donc, on pourra après parler de où investir dans la santé. Voilà. Il y a ça, et il y avait un autre... donc, il y a les brevets, mais... C'est vrai que la thématique, elle reste bonne parce qu'on dit toujours vieillissement de la population. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois qu'il y a un beau médicament qui sort, il est régulé. Exactement. Et je vous coupe, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que l'argument qui est de dire on va investir dans la santé parce qu'il y a le vieillissement de la population, le fait de mieux vieillir dans des meilleures conditions, etc. Tout ça, j'entends bien en termes de narratif, mais concrètement, je trouve que ça a beaucoup de mal à se matérialiser en termes de performance. C'est très dur parce qu'en fait, il faut tomber sur la bonne société au bon moment. Il faut être investi dans la société qui va découvrir le bon brevet, enfin qui va déposer le bon brevet au bon moment. Donc ça, c'est très dur. Par contre, il y a une autre thématique qui pour nous est intéressante, c'est les génériques et les biosimilaires. Allez dans le détail. Ah oui, parce que là, pour le coup, les États, pour faire des économies, préfèrent rembourser des génériques et des biosimilaires. La différence entre un générique, le générique, c'est une formule chimique synthétique qu'on reproduit, et le biosimilaire, c'est avec des cellules vivantes. Donc, le générique, c'est très facile, il y a une très forte concurrence, donc faut pas y aller. Enfin, pour nous, faut pas y aller. Par contre, le biosimilaire, c'est un peu plus intéressant parce que, globalement, on arrive à le reproduire qu'à 98% que le médicament original. Et là, ça demande un peu de recherche et développement et une petite phase d'approbation. Et donc, les marges sont beaucoup plus élevées. Et on a un acteur en Europe qui s'appelle Sandoz, qui, lui, est en train de changer son mix dans son bilan. Avant, il faisait 90% de générique. Et au fur et à mesure des années, le biosimilaire prend de la place. Et donc, pour nous, c'est une bonne thématique d'investissement parce qu'elle va répondre au vieillissement de la population sans régulation, parce qu'en fait, vous signez un contrat et sur 10 ans, le prix est dégressif. En fait. Voilà. Donc, on sait exactement à quoi s'en tenir. Et il y a il y a un gros levier qui va tomber dans ce marché. En 2031 et 2032, les brevets de Novo Nordisk tombent. Non, mais ça paraît. Non, mais ça va faire une manne financière importante pour ces sociétés-là. Donc 2031 en Europe pour Novo, je crois, et 2032 aux États-Unis. Je crois que c'est 2036 pour Eli Lilly, si je dis pas de bêtises. Donc pour nous, c'est une bonne thématique et une boîte sur le long terme qui risque de marcher. Donc Sandoz, je vous avoue que je ne la connais pas, donc je vais vous demander un peu plus d'informations. C'est coté où? Quelle est à peu près? C'est une small, mid cap? J'ai aucune idée. C'est une mid cap, cotée en Suisse. Donc en plus, le CHF en ce moment, c'est pas mal. Exactement, c'est pas mal. Voilà, ils ont la plupart de leurs contrats en Europe. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ils ne risquent pas d'être trop embêtés par la réglementation aux États-Unis si un jour, s'il y a une application, on s'est compris. Voilà. Dernière question à cet égard, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui sont notamment des particuliers, on a bien sûr des institutionnels, mais aussi des particuliers. La question qui va venir tout de suite, c'est justement sur cette thématique bien précise. Comment on joue? Est-ce qu'on joue en tant que particulier via des ETF? On va en direct sur les actions, via des fonds éventuellement? Quel est le meilleur moyen pour un particulier de capturer cette thématique? De la santé? Oui. Je pense que plus vous avez de sociétés, moins vous aurez de risques propres aux sociétés, parce que même aujourd'hui, une Sanofi qui se fait refuser une approbation sur un médicament de phase 3 peut perdre 10 à 15% dans la journée. Donc je pense que plus vous détenez de lignes, plus vous serez protégé. Voilà. Avec, je pense
que les génériques et les biosimilaires sont plus intéressants pour capter en fait cette tendance long terme de la santé qui est le vieillissement de la population. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour ce conseil. Guillaume Loyi, vous êtes analyste financier chez Optigestion.